La capacité qu'a Netflix à sortir des séries comme ça choque de nulle part sans marketing reste toujours impressionnante. Adolescence. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Adolescence est l'histoire d'une famille qui vit paisiblement jusqu'au moment où la police va intervenir chez eux. En effet, leur enfant de 13 ans est accusé de meurtre. C'est là qu'on va suivre tout le processus judiciaire de l'arrestation à un événement clé de cette affaire en suivant les différents membres de la famille. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 000 utilisateurs et presque 505 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description le commentaire épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder et ensuite vous changez. Vous changez pour le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, la Suisse, la Belgique, peu importe le pays, vous allez avoir souvent la VF TFR et parfois la VF pour ceux qui en ont besoin. Quelques exemples sur Netflix, vous avez 3 chefs-d'œuvre, vous avez Venom 3, vous avez Craven et vous avez Emilia Pérez. C'est la fête. Sur Disney+, vous avez Vaiana 2, vous avez Alien Romulus ou même A Real Pain que je vous conseille tout de même d'aller voir en salle si vous pouvez. Si vous voulez avoir accès à des films comme Gladiator 2, vous avez évidemment tout ça sur Paramount+. Et si vous avez Paramount via votre compte Canal, il suffit de vous connecter à l'application officielle Paramount avec le compte Canal. On dirait que c'est compliqué dit comme ça, mais c'est vraiment simple. Et ensuite, vous avez plein d'autres films comme Sonic 3, comme Septembre 5 ou même Better Man qui a floppé en salle. Sur Max, même chose, utilisez le compte Canal sur l'application Max directement. Vous avez Flow, vous avez L'amour au présent, vous avez La guerre des Rohirrim, vous avez Hérétique et même Different Man qui n'a toujours pas de date de sortie française chez nous. Pour ceux qui consomment beaucoup de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium et toutes ces nombreuses fonctionnalités qui sont incroyables pour beaucoup moins cher. Vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher comme la Roumanie ou la Bulgarie et vous avez accès à YouTube Premium. Ça marche encore, oui vous pouvez le faire et ça marche sur plein d'autres sites comme Letterboxd où vous avez Letterboxd Patron pour moins cher aussi. Vous serez en bien plus de sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'aéroport, de l'hôtel, de l'université ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela de manière extrêmement simple. Tout le monde peut le faire en quelques clics sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'avais pas prévu de faire de critiques sur cette œuvre parce que je ne connaissais pas son existence avant sa sortie jeudi dernier. J'ai vu plein d'articles dessus qui ont popé d'un coup, j'ai vu plein de vidéos de TikTok et tout. Tout le monde qui disait que cette série était incroyable, les critiques qui étaient folles. Du coup, je me suis dit, allez, je vais tenter. Il y a deux choses qui m'ont motivé. Il y a ça, le retour très positif des gens. Il y a le fait que c'est que 4 épisodes d'une heure, ce qui est vraiment cool. J'ai tout regardé en une soirée. Et l'autre motivation, c'était l'acteur Stephen Graham parce que c'est un acteur que je trouve formidable, l'un des meilleurs de sa génération d'après moi et l'un des plus sous-cotés. On en parle juste après. Mais c'est surtout lui qui voulait faire la série aussi. Il est aussi derrière le processus créatif. Il n'est pas juste qu'acteur. Et c'est pas parce que vous voyez des noms comme Brad Pitt au générique que ça veut dire qu'il a bossé dessus. C'est en partie une série de Stephen Graham. Et en plus du sujet qui attire beaucoup, un jeune enfant meurtrier potentiel, et en même temps le côté technique de l'œuvre qui est filmé intégralement en plan séquence, en tout cas un plan séquence par épisode, et bien ça a attiré du monde. C'est même top 1 Netflix, je crois. On va parler de Stephen Graham, parce que Stephen Graham, je trouve honnêtement que c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Je déconne même pas quand je dis ça, et ça m'énerve parce qu'il a souvent des seconds rôles au cinéma. On l'a vu voler le show dans, je sais pas, The Irishman. Au cinéma, il est souvent dans des rôles comme ça. En série aussi, il a des petits rôles, mais il commence à avoir des rôles principaux. Il est actuellement à l'affiche en série de Thousand Blows que je dois regarder. Il a évidemment fait cette série-là. Il commence à avoir un peu le respect qu'il mérite, je pense, en tant qu'acteur. D'ailleurs, l'un de ses rôles principaux, c'est dans le film qui s'appelle Boiling Point, qui est réalisé par Bantini, donc le même réalisateur que cette série-là. Donc c'est une collaboration entre eux deux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le film était tourné en plan séquence, intégralement en 90 minutes de plan séquence. On va en parler de ça aussi juste après, mais en tout cas, Stephen Graham, il vole le show dans tout ce qu'il est. Il est formidable, là, il a un rôle génial. Je pense qu'il sera nommé à des BAFTA, des Emmy parce qu'il le mérite. Il est bluffant, il est grandiose, il n'y a rien à dire. Et tous les acteurs sont bons, mais lui, il vole vraiment encore une fois le show. Il y a à la fois une vraie vulnérabilité, une vraie colère en lui, une sorte de tristesse et de remise en question que je vais évoquer surtout en spoiler. Il est exceptionnel, vraiment, il mérite que cette série soit un succès. Je suis content pour lui car le rôle principal le voit cartonner, on va dire, à l'international parce que je pense que cette série va faire le tour du monde. C'est déjà le cas un peu dans le monde anglophone, mais tous les acteurs sont très bons, hein. Même Owen Cooper. Owen Cooper, c'est le jeune du coup qui joue potentiellement le tueur et c'est son premier rôle tout court de sa vie et ça se remarque pas vraiment, tu vois, c'est un bon acteur, il est jeune, il joue super bien, rien à dire. Mais tous sont forts entre intensité, tristesse, haine, anxiété, c'est génial. Le travail d'acting est fou. Il y a même beaucoup de subtilités qui marchent très bien, qui sont top. En théorie, c'est une série de crimes, mais ça va pas aller dans la direction que vous pensez. Je vais pas spoiler ce qui se passe dans chaque épisode évidemment, mais le but de l'œuvre, c'est pas de savoir
si l'enfant a tué ou pas. Je pense que c'est pas vraiment le sujet. Alors vous allez avoir des réponses par rapport à ça, hein, bien sûr, mais c'est pas vraiment le sujet de Love. Ce qui est plus important, c'est le symbole du crime en question. Qu'est-ce qui s'est passé par qui n'est pas la chose la plus importante. Savoir pourquoi ça s'est passé et en quoi ça reflète une société et un mouvement nouveau dans notre monde, ça c'est important, ça c'est fascinant. C'est d'ailleurs aussi pour ça que Stephen Graham a voulu faire la série. Le but, c'est de montrer la réaction du monde et des nombreux personnages par rapport à ce crime, en étant un reflet de notre société actuelle, évidemment, et en même temps comment ces gens-là évoluent par rapport à ce qu'ils ont vécu. Leurs différentes interactions sont d'ailleurs assez géniales, encore une fois, entre stress, entre malaise et humanité, même à certains moments. Je trouve que c'est globalement bien écrit, j'en parlerai surtout en détail en spoiler, mais malheureusement un peu trop d'actualité, entre guillemets malheureusement, parce que ça représente un truc qu'on n'aimerait pas vraiment voir. Concernant les thématiques, je vais pas les évoquer ici, je vais les évoquer en partie spoiler, parce que je pense que ça vous spoilerait les raisons du crime, tout simplement, et le but de la série. Donc ça, j'en parlerai en spoiler, mais il faut parler de ces fameux plans séquences. Il y a donc 4 plans séquences d'1 heure à peu près, parce qu'il y a 4 épisodes, et à chaque fois c'est un plan séquence. Et quand je dis que c'est des plans séquences, c'est des vrais plans séquences. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention, il y a des faux plans séquences entre guillemets, où il y a des coupures qui sont cachés. Les deux exemples les plus connus en termes de cinéma, c'est Birdman et 1917, qui sont des plans séquences, mais en réalité, ce sont juste plusieurs scènes qui ont des transitions pour faire penser que c'est un plan séquence. Mais c'est pas vrai. Pensez plutôt à des films comme Victoria ou Boiling Point, où là, c'est vraiment un vrai plan séquence. Et évidemment, un vrai plan séquence est bien plus impressionnant qu'un faux plan séquence. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et au début, j'ai regardé la série sans me renseigner. Je savais pas qu'il y a des plans séquences en réalité, je sais pas si c'est des vrais ou des faux. Et tu sais, je regardais la série, je me disais, est-ce qu'il y a des coupes invisibles? Et c'est vrai que lorsque tu regardes la série, tu vois pas trop où auraient pu être les coupes invisibles. Du coup, ils font un bon travail pour éviter ces trucs où tu dis ah ok là il y a une coupe invisible, ils auraient pu couper ici ou des choses comme ça. Et pourtant c'est impressionnant parce que justement parfois ils vont passer à travers des fenêtres avec la caméra. Du coup j'imagine que là c'est une fenêtre CGI, ce qui est pas de la triche pour moi. Du moment que la caméra fait le mouvement, que tu aies mis une fenêtre ou pas, ça change pas grand chose pour moi. Parfois ils vont passer justement la caméra de quelqu'un qui la tient dans ses mains à une grue ou même à un drone. Donc c'est quand même assez impressionnant. Parfois ils vont même mettre la caméra sur une voiture et ensuite continuer la scène alors que la personne conduit pour de vrai. Enfin pas la personne, l'acteur. Vous savez en général dans les films il y a quelqu'un qui conduit au-dessus de la voiture. Genre le conducteur est littéralement assis sur la voiture. Bref, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait ici dans la série, mais c'est impressionnant parce que du coup ils ont truqué peut-être quelques trucs avec des effets visuels et tout, mais les mouvements de caméra, le one shot, il est vrai dans toutes les séquences. Et forcément, ça demandait des mois de préparation. Ils ont fait plusieurs prises. Parfois, ils ont fait 10 fois la même prise pour un épisode. Et parfois, ils ont pris la dernière prise qui était la meilleure. Entre-temps, j'ai vu plein d'articles, j'ai regardé plein de vidéos. Vous pouvez les trouver facilement sur YouTube et autres réseaux. Ils montrent comment ils ont fait chaque épisode. Et c'est assez intéressant. Pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est cool. Et c'est bien parce que ça montre un vrai trait de préparation. Ils expliquent comment ils ont mis les caméras, les micros, comment ils ont géré la prépa. C'est impressionnant et ça sert le récit. Ils ont un truc intéressant où ils vont prendre un personnage et pour transiter à un autre personnage, ils vont faire croiser ces deux personnages dans un couloir et du coup la caméra va juste changer d'angle et suivre l'autre personne. Et c'est assez bien trouvé parce que du coup tu te balades dans l'espace, tu racontes l'histoire de plusieurs personnages de manière organique et ça sert vraiment l'histoire pour plusieurs raisons. Premièrement, ça donne une idée de la rapidité des événements. Je veux dire, quand l'arrestation a lieu, c'est 1 heure sur l'arrestation et ils vont même blaguer sur le fait que ça fait 25 minutes qu'ils l'ont arrêté, ce qui est vrai parce que ça fait 25 minutes que l'épisode a commencé. Du coup, tu as une vraie immersion dans des événements en temps réel, sans cut, en suivant quelques personnages. Ça sert du coup à avoir une vraie tension. Tu as des scènes en voiture au début de l'arrestation, par exemple au tout début de l'épisode 1, de la maison au commissariat. Tu as ce moment de silence où tu regardes juste le personnage vivre ce moment et se rendre compte de ce qui se passe. Tu en as d'autres, comme un moment où le personnage principal, enfin l'enfant, se fait contrôler physiquement, donc sans vêtements et tout, et tu vois les réactions du père. C'est un moment très fort, mais justement parce qu'il n'y a pas de cut. Ça montre à quel point la vie peut basculer en moins d'1 heure, à quel point l'enchaînement des événements est rapide, et ça crée une vraie tension, surtout dans les moments de silence. Parfois, tu vas regarder un personnage, il se passera rien. On va juste les regarder. Et ça va en dire beaucoup sur ce qui se passe réellement. Il y a un stress et des moments assez pesants régulièrement, grâce au fait que c'est un plan séquence, je pense réellement. Ça permet de faire monter la tension tout le long, et un truc intéressant dans tous les épisodes, c'est un peu l'ébullition. À chaque fois, on va suivre un personnage, et on va voir leur ébullition au fur et à mesure de l'œuvre, ce qui est assez rigolo parce que le précédent film s'appelait bel et bien Boiling Point, et c'est le même processus ici. Chaque épisode, t'attends que ça explose. Et est-ce que ça va exploser ou pas? À voir. Il y a un vrai intérêt narratif au fait de faire des plans séquences. Je pense que c'est utile, je pense que c'est intéressant. Qu'on aime ou pas l'approche, ils l'ont pas fait par hasard ou pour se la péter. Il y a un vrai besoin narratif derrière. Ça a été écrit comme ça. Ils auraient pas pu le faire avec des cuts. Ça aurait pas marché pareil vu comment c'était écrit. Ils auraient dû l'écrire différemment sinon. Et en plus de ça, en étant un plan séquence, ils ont le droit et réussissent même à avoir des plans bien composés. Ils arrivent à avoir une vraie narration visuelle plus que juste avec la caméra qui bouge avec les acteurs et les personnages. Ils ont vraiment réussi ça. J'ai des doutes sur le fait
Peut-être que l'épisode 3 avait besoin d'être en plan séquence pour le coup. Je pense que c'est le seul où des cuts auraient très bien marché aussi. Mais ils l'ont fait quand même, par logique évidemment. C'est le seul où je me demande si c'était vraiment nécessaire. Mais bon, honnêtement, ça passe. Il y a aussi des choix de musique que je trouve assez intéressants. Parfois, peut-être le fait de ne pas avoir de musique aurait été plus impactant que la musique qu'ils ont choisie. Parfois, ils ont une musique très angélique, des chorales, des chansons très mélancoliques à certains moments. Et je me demande si c'était pas mieux à certains moments, sans bruit, sans musique en tout cas, pour laisser les acteurs jouer, laisser la tension encore être à son maximum. Et parfois, ce qui est intéressant en lien avec la musique, c'est que la série ne se donne pas un ton naturaliste, c'est-à-dire qu'elle va mettre des effets spéciaux, elle va mettre des sons un peu intéressants, j'en parlerai en spoiler dans quelques secondes, et elle ne joue pas 100% naturel non plus à certains moments, ça reste une série. Pour conclure, Adolescence, c'est vachement bien, très dur d'en parler sans spoiler, mais techniquement, artistiquement, c'est vraiment réussi, que ce soit les plans séquences, le travail qui a été fait dessus, les acteurs qui gèrent, le scénario qui est solide et qui parle de choses hyper intéressantes et d'actualité, c'est vachement bien, 4 heures, ça se regarde d'une traite, vous allez être agrippé, je pense pas que vous allez vous ennuyer, après il faut être vraiment dedans, il faut être focus, il faut être concentré parce qu'il se passe beaucoup de choses subtiles dans le non-dit, dans les visuels, donc il faut quand même bien regarder la série, il faut être focus, et je sais que c'est une série et pas beaucoup de gens regardent des séries focus, mais faites-le, vous allez vraiment prendre une belle claque, c'est vraiment la première, je pense, série choc de l'année de Netflix, vous allez, je pense, vraiment tous adorer, ça sera clairement dans la liste des meilleures séries de l'année, donc je vous conseille Adolescence. Et maintenant, on va passer en spoiler. Je vais parler de chaque épisode, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que le garçon n'est pas la chose la plus intéressante de l'épisode 1. Ce qui est intéressant dans l'épisode 1, c'est voir le processus et le système de la police, comment ils vont décider d'attaquer ou pas ce garçon, le côté à la fois humain et froid de la police, comment l'avocat intervient, comment l'infirmière intervient, toutes ces interactions-là qui créent justement cette ébullition, forcément dans l'œuvre, jusqu'à l'interrogatoire final, mais c'est montrer le système. C'est ça qui va être fascinant dans cette œuvre au début. C'est ça qui est bien, c'est que tu passes par plein d'émotions différentes. C'est des montagnes russes entre l'intervention du père en tant qu'adulte, l'avocat qui intervient, tu sais pas à quel point il sera utile ou pas, vu qu'il est gratuit, entre guillemets. Tu sais pas à quel point le flic est sympa. Bref, c'est ça qui est fort, c'est ces montagnes russes émotionnelles, c'est ces surprises. Et à ce moment-là, tu te poses même pas la question de s'il a tué ou pas. À ce moment-là, tu te demandes vraiment comment ça va se passer, comment va se faire ce processus. Et quand tu vois le père confiant et l'enfant qui a l'air de pas mentir, toi en tant que spectateur, tu découvres la scène en même temps que la famille. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que la scène de l'interrogatoire est une claque, c'est que c'est une vraie surprise pour le spectateur. On découvre les preuves en même temps que l'avocat, la famille. Et c'est là que tu comprends dès le début les thématiques obsédées par le porno, le côté incel, on va en parler après. Les choses gênantes qu'il faisait sur les réseaux sociaux que son père ne savait même pas, par exemple. Il n'était pas du tout présent dans sa vie des réseaux sociaux. Et il y a une sorte de stress qui se constitue par rapport au no comment. Tu sais pas s'il l'utilise bien, tu vois que l'avocat n'intervient pas toujours quand il faut, t'as l'impression. Du coup, tu as ce stress qui crée par rapport à ça qui est bien. Et le monde du père et celui du spectateur s'écroule un petit peu lors de la vidéo. Lorsqu'on le voit frapper la fille, il y a quasiment plus aucun doute. Tu sais que c'est lui qui l'a fait, même si c'est pas lui qui l'a tué, tu sais qu'il a fait quelque chose de fondamentalement mauvais. Tu n'es plus de son côté. C'est fini. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont le monde du père s'écroule vraiment. Il peut même pas accepter le toucher de son fils. Et c'est là que tu comprends la direction dans laquelle va aller la série. C'est pour ça que l'épisode 2 est super intéressant, c'est que cette enquête dans l'école, qui a l'air d'être une école privée, avec uniforme, avec des enfants qui devraient être bien élevés, devraient avoir des bons profs et tout, tu vois que c'est pas ça. Tu vois que c'est le chaos total, tu vois que les profs sont mauvais, tu vois que les enfants, ils font harceler les autres enfants, ils sont violents, ils sont addicts aux réseaux sociaux, ils parlent de cul, des choses comme ça, même si ça on l'apprend surtout dans l'épisode d'après. C'est pas une question de classe, entre guillemets, sociale, économique, c'est un phénomène qui atteint tout le monde. Et c'est là que le spectateur découvre un peu les pièges du puzzle. T'as plein de suspects qui apparaissent, et tu te demandes vraiment si le crime a été fait par quelqu'un d'autre ou si quelqu'un l'a aidé. C'est ça qui est fascinant, c'est que du coup, pour toi, même si le jeune est fautif, tu demandes peut-être si quelqu'un d'autre en a profité pour tuer l'élève. Et c'est là que tu découvres un peu pourquoi, les motivations, l'harcèlement. Et j'ai trouvé ça intéressant de parler de cette nouvelle forme d'harcèlement, non pas le harcèlement des réseaux sociaux, mais l'harcèlement envers les hommes par rapport à leur côté incel. Et ce qui est intéressant, c'est que tu sais pas vraiment s'ils sont critiqués parce qu'ils sont moches, entre guillemets, comme ils le disent, ou parce qu'ils sont jugés avec les femmes, ou s'ils sont critiqués parce qu'ils sont dans la fameuse manosphère. Ils citent d'ailleurs Andrew Tate dans la série, et c'est exactement ça le problème. Et c'est exactement ce que cite la série. On a une génération de jeunes hommes matrixés par les réseaux sociaux. Il parle de blue pill, red pill, tellement que le mec il comprend pas de quoi il parle. Tu sais, il parle de Matrix, ça vient de là, Matrix quoi. Mais on a une génération de jeunes hommes qui sont tellement matrixés par des influenceurs extrémistes, cette fameuse manosphère comme Andrew Tate, comme plein d'autres gens que j'ai pas envie de citer chez nous, dans le monde francophone, qui sont tellement des déchets d'humains, misogynes, horribles, dégueulasses, mais ils vont influencer des jeunes hommes qui vont les rendre incels, et ces incels-là vont se venger des femmes. Moi, je pense sincèrement que si vous suivez des gens premier degré comme Andrew Tate, vous êtes une grosse merde, quoi. Vraiment. Et arrêtez de me suivre, désabonnez-vous. Pour moi, ces gens-là ont du sang sur les mains. Donc c'est intéressant de voir ça, voir comment ces jeunes rejoignent ces manosphères, comment ils se radicalisent, et voir comment les femmes réagissent en les harcelant, en les détestant. Et voir comment eux, leur rage, leur colère d'adolescence, en revanche, les attaquent elles et les tuent. Une femme qui a subi du revenge porn, elle harcèle en commentaire Instagram. Un homme qui sent un peu vexé, il va tuer. C'est ça que raconte la série. Et c'est intéressant et malheureusement trop pertinent. Mais en même temps,
du coup, tu découvres la réalité de Ryan qui a aidé son ami à tuer. En même temps, l'autre facette de la victime, la meilleure amie de la victime, qui est folle de rage et qui sait la vérité et qui comprend. Mais vu sa situation, vu ce qu'elle vit, vu le choc émotionnel, elle a du mal à en parler. Ça montre toujours comment les différentes personnes réagissent à ce qui s'est passé. Ryan clairement coupable, et elle juste désespérée, surtout que ça va mal à la maison. Elle a perdu encore une fois une force et une amie qui lui faisait beaucoup de bien dans sa vie. Mais juste d'un point de vue technique, l'organisation de cet épisode est folle. Entre les nombreux figurants, tous les élèves, tous les profs, l'école en soi, comment ils ont dû gérer le tournage, c'est fou. Tu sens encore une fois l'ébullition par rapport au personnage du flic qui essaie de rester professionnel, mais en même temps il est vraiment frustré et t'as l'impression qu'il va éclater lui aussi à un moment. Et la manière dont on se bat dans cette école, il y a un côté anxiogène évidemment. Ça fait très organique entre les différentes classes que t'entends, les gens passer, c'est génial. Et la tension avec son fils, elle est bien parce que d'un côté, tu vois que c'est un entretien professionnel plus que familial. Tu vois que ça se passe mal avec son fils. Mais j'aime bien parce qu'il reste ouvert d'esprit, il apprend et en même temps il essaie de se rabibocher avec son fils. Et ça marche bien parce qu'à la fin, tu vois qu'ils vont mieux. Et la thématique de la parenté, ce flic-là qui essaie de condamner des tueurs d'enfants ne se sent pas assez bon en tant que père. Et c'est une thématique qui va revenir aussi dans l'épisode 4. Le fait d'être un bon père ou pas est hyper important dans l'œuvre. J'ai l'impression que tous les pères dans cette série ont un peu échoué. Mais au moins ça finit bien entre eux, entre guillemets. En tout cas, on a cette impression. Et le personnage disparaît. Il a fait son travail, on va plus jamais le revoir, ce qui est logique. Et au début, je me suis dit que bon, le plan drone, c'est un peu pour se la péter. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça montre à quel point le crime était proche de l'école. Et à quel point c'est dans la communauté et c'est local. Et forcément, ça va impacter tous les gens de la communauté. Et ça montre aussi la brutalité du crime qui a eu lieu sur un parking. Et l'épisode 3 est intéressant parce qu'on a une ellipse. Donc il y a cet enfant qui a passé du temps en prison, entre guillemets en prison parce qu'il n'y a pas de prison à son âge. En même temps, il est dans un hôpital psychiatrique, mais il n'a pas forcément les problèmes psychiatriques pour l'hôpital. Et du coup, ça montre déjà une faille du système, de manière générale, par rapport à ces gens-là. On ne sait pas encore comment traiter ces jeunes misogynes radicalisés. On ne sait pas comment traiter les incels. Et du coup, il est dans une institution qui n'est pas forcément adaptée à lui. C'est là qu'on va plonger dans la psychologie du personnage, dans une déconstruction de sa misogynie, sa fausse masculinité. On va se poser des questions. Est-ce que ça vient du père colérique? Est-ce que ça vient des réseaux sociaux? Quel est son apport aux femmes? Pourquoi est-ce qu'il tolère le revenge porn? Parce que Katie a été victime de revenge porn. Il sait même pas ce que c'est, fatalement. Limite, il voulait juste voir plus de poitrine de ses camarades, c'est ce qu'il dit. Et ce qui est fort, c'est que tout l'épisode, on voit qu'il veut la validation des femmes. Il ment du fait qu'il était attiré par Katie parce qu'il voulait pas sembler comme un mec attiré par quelqu'un, alors qu'il était attiré par elle et il l'a tué pour se venger et parce qu'il était attiré. Il ment pour pas qu'on considère que c'est un incel. Pourtant, c'est ça qui est terrifiant, c'est que ces gens-là savent que c'est un incel. Ils sont clairement des incels et ils font clairement du mal parce que ce sont des incels, mais ils se considèrent pas tels quels. C'est ça le grand défaut de notre société aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui sont des choses factuelles, mais ils s'en rendent même pas compte et du coup on peut pas avancer. Et on le voit, même à la fin, il veut la validation de la psychiatre qu'il trouve jolie, attirante, même s'il dit l'inverse, et il veut juste sa validation. Il veut que des femmes l'apprécient. D'ailleurs, il est énervé parce qu'il se fait lui-même piéger et il avoue ce qu'il a fait. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il a honte, je pense. Et je pense qu'il a pas vraiment honte de ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il dit qu'en vrai, d'autres hommes auraient fait pire que lui par rapport à une discussion qu'il a à ce moment-là. Ça qui est troublant, c'est que tu peux faire un truc horrible, mais si tu dis que d'autres hommes auraient fait pire, d'un coup dans ta tête, ça va. Ce qui est pas normal, évidemment. Il a pas honte et en plus, il se considère comme supérieur presque, comme meilleur que les autres, alors qu'il a tué une fille. C'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, à la base, c'est un enfant qui est intelligent, qui a de bonnes notes, mais ça montre que tout le monde peut tomber dans la pipeline extrémiste, incel. Peu importe la classe sociale, l'intelligence, tout le monde peut tomber dedans. Et ce qui est fort aussi, c'est que la psy a peur de lui. Ça montre que même une femme, par rapport à un gamin de 13-14 ans à ce moment-là, peut avoir peur et peut voir les dégâts qu'un même un jeune homme peut faire. Et on voit le côté un peu tueur et colérique de l'enfant. Mais c'est là que je me pose la question, est-ce que ces 50 minutes de plan séquence étaient nécessaires? Je ne pense pas pour cet épisode-là. C'est le seul épisode où je trouve que ça rapporte pas forcément grand-chose. Mais voilà, au moins t'es en temps réel, tu comprends le truc, mais c'était pas essentiel, même si c'était pas mauvais non plus, évidemment. C'est le seul épisode où je trouve ils ont pas autant utilisé l'outil technique qu'est le plan séquence. Mais ils ont bien utilisé les bruits de pluie. Il y avait un côté orage, tempête qui était en lien avec la scène et qui était bien. L'épisode 4, pour moi, c'est le meilleur épisode de la série. C'est la grosse ellipse. Un an après, la famille a l'air de mieux aller. Ils s'entendent bien ensemble, mais ils sont victimes de ce qu'a fait l'enfant. Ils veulent limite changer de vie pour passer à autre chose, mais ils savent que là, c'est pour la vie. Ça va les suivre pour toujours. Et ils sont victimes de ce que leur fils a fait, quoi qu'il arrive. Et ils sont tous impactés différemment, que ce soit les parents, la sœur, tout est différent. Mais ils doivent faire face. Et ce qui est intéressant dans cet épisode-là, c'est encore une fois la tension du père, qui va elle aussi arriver à ébullition. Et tu te demandes vraiment à quel point il va craquer. Parce que tu sais qu'il va craquer. Tu sais, à chaque fois, tu as des petits éléments qui font craquer de plus en plus et tu sais qu'il va craquer. Fatalement, moi je pense qu'il n'a pas craqué autant qu'il aurait pu. Il reste pas vraiment violent. Il a fait du mal en soi à personne physiquement. Il a peut-être sali quelques trucs et tout, mais bon, c'est limite, on va dire, acceptable entre guillemets. Il a presque l'impression qu'il est incompris. Je dis pas que c'est acceptable de faire ce qu'il a fait, mais je dis juste que, vu ces situations, on pourrait limite s'attendre à ce qu'il fasse pire en tant que spectateur. Mais il reste plus ou moins modéré, même si c'est pas bien. Et surtout qu'on sait qu'il est un peu colérique. Du coup, est-ce que lui aussi, comme son fils, va exploser à un moment et peut-être faire vraiment du mal? Il y a une tension par rapport à ça. Et la scène en voiture est assez géniale pour plusieurs raisons. Déjà, le côté technique de la voiture, qui est impressionnant, ça je vous l'ai déjà dit. Mais c'est surtout qu'à l'aller, ils sont encore heureux. Ils parlent du passé, comment les parents se sont rencontrés, ils mettent de la musique, ils sont joyeux, vraiment. Et ils ont tout
toute cette séquence-là qui est fascinante avant de revenir dans la voiture. Et là, c'est pas filmé de face, mais filmé derrière. Et là, il y a une différence visuelle de une. D'un côté, la peinture qui cache le visage de la mère, du coup elle est dans l'ombre, et de l'autre côté, le père qui rentre dans le soleil. Ça montre déjà la différence entre les deux. Et le chemin se fait dans le silence, ou presque. C'est là que le fils assume sa culpabilité, et les parents le savaient. Ils savaient ce qui s'est passé, ils le savaient depuis longtemps, surtout le père. Mais ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est pas qu'il assume sa culpabilité, qu'il va admettre qu'il est coupable, mais sa réaction lorsqu'il entend qu'il est avec des femmes au téléphone. Il voulait en parler qu'à son père, parce que fatalement, et fondamentalement, cet homme-là, ce fils, n'aime pas les femmes. C'est pas juste la trahison qu'il n'était pas le seul à écouter, c'est juste qu'il voulait pas en parler à des femmes. Et c'est ça l'échec aujourd'hui de beaucoup de jeunes hommes. Ils n'ont pas d'amis femmes, ils détestent les femmes, il y a une vraie misogynie qui se crée, alors que normalement c'est l'inverse qui aurait dû avoir lieu. Avec le temps, on aurait dû être moins misogyne, mais c'est un mouvement qui s'est créé, qui atteint des enfants comme ça, jusqu'à tuer des femmes. Et c'est un mouvement qu'on voit chez tous les jeunes, hein. Je veux dire, quand il est à ce magasin genre Bricorama, il y a un truc où il y a des jeunes qui le soutiennent. Tu vois, il y a des jeunes qui veulent financer littéralement un bon avocat, parce que d'après eux, ce qu'il a fait est juste. Ce qu'il a fait est normal. Parce que tout le monde est au courant de tout ce qui s'est passé. C'est public maintenant. Mais pour eux, tous ces jeunes hommes incels, ce qu'il a fait est normal. Et ça montre la force de ces sectes, disons les choses, de une, fascinées par la mort, qui ont une vengeance à donner sur la vie, et qui sont prêts à soutenir des tueurs juste parce qu'ils ont tué des femmes. Ils vont les considérer comme innocents juste parce que la victime est une femme. Et c'est de ça que parle la série. Et c'est pour ça que la fin est géniale, je trouve. Ils se rendent compte en tant que parents, et surtout le père, que lui, qui a beaucoup souffert, son père l'a battu, là, leur enfant était chez eux, à la maison, en sécurité. Ouais, il passait du temps sur Internet, mais il était à la maison. Qu'est-ce que ça peut faire de mal, Internet? Il est à la maison, tranquille, pas de mauvaise fréquentation, tout se passe bien. Et c'est là la force de l'œuvre, c'est qu'on t'explique qu'en fait, oui, regarde, tu peux te radicaliser en étant dans ta chambre jusqu'à ce moment-là où tu craques. Les réseaux sont dangereux. Là, dans cette série, pour les jeunes hommes et du coup les femmes, et ça parle de la radicalisation qui est faite de manière banale. Il y a même le père qui dit qu'il cherchait juste des équipements pour la salle de sport. T'as un mec qui commence à parler des femmes. Et ça existe. Il y a d'ailleurs une vraie mode de radicalisation des hommes qui vont à la salle de sport. Pas tous évidemment, une minorité. La majorité des gens qui vont à la salle de sport sont des gens tout à fait normaux, mais qui deviennent misogynes, qui deviennent incels, qui deviennent un peu des losers et qui ont cette excuse de je vais à la salle, je suis costaud et tout. Alors que c'est des gros losers incels. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est la radicalisation à la maison, via internet, sans pouvoir intervenir. En soi, en tant que parent, qu'est-ce que tu peux faire? Surtout quand t'es pas de la même génération, tu comprends pas forcément. Le père n'était pas assez présent, visiblement, c'est ce qu'il dit. Il a beaucoup bossé à un moment et il avait peur que ce soit héréditaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se demande vraiment, lui qui n'a pas frappé son fils, lui qui essaie d'être là et qui s'est considéré comme un bon père, il a plus échoué que son père à lui qui frappait son fils. Et ça, c'est dur à accepter. Donc, est-ce qu'il a échoué en tant que parent? Il accepte le fait qu'il a échoué. Et une phrase qui m'a vraiment marqué, c'est lorsqu'ils disent « Comment est-ce qu'on a réussi à la faire elle ?» Et la réponse est de la même manière. Donc ils essaient un peu de se déresponsabiliser tout de même, ce qui est intelligent, tout en acceptant leurs erreurs. Et pour moi, la scène de fin est géniale, c'est qu'en fait, on est dans une chambre d'un enfant. Oui, il y a le côté un peu technologique, PC, tout ça d'un côté, mais à gauche, l'enfant, c'est un mur peint pour enfants, il y a un doudou, c'est l'innocence qui vient de mourir, c'est leur enfant qui vient de mourir entre guillemets. Pourtant, t'as du mal à imaginer qu'un gamin, qui a une chambre de gamin, puisse tuer quelqu'un. Et c'est ça la force de la série. Et cette fin-là est géniale et touchante. Et encore une fois, Steven Graham, formidable tout l'épisode. Adolescent, c'était vachement bien, intéressant sur ces thématiques abordées, sur ce que raconte la série. Je trouvais ça vraiment brillant. Je pense que c'est malheureusement trop d'actualité. On voit trop des gens comme ça exister de plus en plus et c'est pas normal d'après moi et c'est triste. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute sécurité, accessibilité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu comme les formats courts ou les lives. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.